Je suis né à Lorient, mais j'habite Quimper. Et donc, en 2000, d'ailleurs, ça correspond à la relance du mouvement antinucléaire. En 2000, je suis intéressé au mouvement antinucléaire en Bretagne parce que j'ai commencé une thèse de sciences politiques à Rennes sur le thème. C'est un thème que j'avais choisi personnellement, qui n'était pas financé par les autorités. Donc, un sujet que j'ai choisi vraiment parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai soutenu ma thèse à Rennes en 2008. Elle concerne la basse Bretagne, c'est-à-dire tout ce qui est à l'ouest de la ligne Saint-Brieuc-de-Vannes. Pourquoi ? Parce que c'est une zone déjà assez large, assez importante. Je laisse à quelqu'un d'autre le soin de traiter le cas du pèlerin, puis de la Haute-Bretagne. C'est un gros travail aussi en soi. Voilà, donc j'en ai fait un livre qui est paru en 2010 aux presses universitaires de Rennes, Bologoff, l'apprentissage de la mobilisation sociale. Ma problématique, comme on dit en matière de sciences humaines, c'était de montrer comment les personnes arrivent à apprendre un tas de choses en fait, à travers un mouvement social. Comment se battre, comment faire des affiches, comment faire des manifs. Alors qu'à l'époque, on l'a vu sur les images, les personnes n'étaient pas forcément très politisées. Donc il y a eu toute une découverte comme ça de l'apprentissage du social et de la politique à l'époque. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans mon sujet. Et puis cette année, j'ai refait un petit livre qui m'a été commandé par Franck Brodick d'Emilio Webrez, qui est la synthèse de la synthèse, ça fait 100 pages. Voilà, c'est intéressant aussi de faire un petit ouvrage comme ça pour reprendre tout ce qu'on a pu mettre à jour. Voilà. Alors, je peux faire deux choses ce soir assez rapidement. Je peux reparler vers les veines, parce que je crois que ça a été bien traité par le film, qui est plutôt pas mal. Ce que je peux faire peut-être, c'est reprendre les principales étapes du mouvement antinucléaire en Basse-Bretagne entre 1974 jusqu'à 86. Parce que ça va en fait jusqu'à 86. Et puis, alors ça c'est un premier point. Et puis j'en avais un deuxième qui est intéressant, c'est pourquoi ça a réussi, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a abouti. Et j'ai trouvé une douzaine de facteurs qui ont permis à la lutte de réussir, avec l'idée que ça pourrait servir peut-être pour aujourd'hui, je sais pas. Mais avec une conclusion peut-être un peu aigre-douce quand même. Il y a des choses qui ont été soulignées par certains auteurs, parce que finalement le mouvement a été battu, on peut dire, au niveau national, parce que battu, on peut l'interpréter de différentes façons. On pourra en reparler peut-être à la fin. Voilà, alors, la chronologie. Je ne vais pas faire la chronologie du nucléaire en général. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est de souligner la date de la première manif anti-nucléaire en France. J'étais au Larzac au mois de juillet et j'ai interrogé des personnes là-dessus sur un gourou charismatique qui s'appelait Lanza del Vasto, qui était un militant anti-violent, chrétien, et qui apparemment a été le premier à organiser une manif à Marcoule, dans le sud de la France. Il y avait à l'époque là-bas ce qu'on appelle une pile atomique, un prototype en fait de centrale nucléaire. Et donc ça s'est passé vers 57-58. Donc, ça serait à préciser. Donc déjà à la fin des années 50, mais à propos du militaire nucléaire. Par ailleurs, en Bretagne, dans les années 60, nous avons la centrale de Brunelis qui se met en place, et à l'époque, il y a 0 manifestation. Là aussi, c'est un prototype qui fait 70 MW. Donc l'État fait en sorte que le projet soit mené assez rapidement. Il n'y a pas de rejet. À l'époque, on est avant 68. Voilà. Quand est-ce que la mobilisation démarre? Alors, une autre date peut-être 1969. C'est la date à laquelle l'État français décide de lancer un vaste programme nucléaire. Donc ce n'est pas 74, c'est 69, la décision est prise, et notamment de choisir la filière américaine, le brevet américain Westinghouse. Donc ça part sur des bases relativement modérées. Il y a une centrale qui est faite par exemple dans l'Ain, c'est à
budget, voilà. Et voilà, donc ça c'est le début du programme en fait, tel qu'il était conçu. Et puis vous savez bien sûr, parce que maintenant c'est assez bien connu, il y a le choc pétrolier à l'automne 1973, il y a la période de fin de règne de Georges Pompidou en 1974. Et puis là donc, dans cette période un peu troublée, il y a des promoteurs de l'atome, les nucléocrates, comme on les appelle. Philippe Simoneau avait intitulé son livre avec ce titre-là. Les nucléocrates donc, imposent à l'État l'accélération du programme nucléaire. Donc c'est mars 1974, avec l'annonce 200 centrales en 2000. Donc un programme énorme, gigantesque. Vous savez qu'il y a 58 centrales aujourd'hui en fonctionnement, donc ce programme-là qui était gigantesque n'a pas été réalisé, bien sûr. Alors tout de suite, bien sûr, comme les centrales sont prévues pour être implantées sur le territoire national, tout de suite dans les régions, on s'interroge. Est-ce que la Corse va avoir une centrale? Est-ce que l'Alsace aura sa centrale? Et est-ce que la Bretagne aura sa centrale? Donc il y a des rumeurs qui courent assez rapidement durant l'été, et ça fuite, bien sûr, dans les médias. Dans le Morbihan, il y a un article dans Ouest France, je crois, fin octobre. Les rumeurs courent, et donc l'annonce des sites choisis en Bretagne, c'est décembre 1974, avec Erdevenne, pas Plouguer pour commencer, mais Erdevenne, Plogoff, Guimec et Tréguenec en Pays-Goudin. Mais les personnes qui suivaient l'actualité nucléaire savaient déjà que Erdevenne tenait la corde, déjà à ce moment-là. C'est pour ça que la mobilisation a démarré sans doute assez rapidement. Il y a des personnes qui avaient assisté à un congrès, notamment Nature et Vie, je crois, à Paris en novembre, et qui ont ramené déjà un tas d'informations avant l'annonce officielle. Donc les gens étaient un peu préparés en fait déjà, auparavant. Donc la lutte, vous l'avez vu dans le film, elle a été intense, fulgurante. Hein. Des dizaines et des dizaines de réunions dans le Morbihan. Il y a vraiment eu un balayage du territoire assez impressionnant par le crin. Des gens assez jeunes, mais également une population assez mélangée. Hein. Voilà, donc avec une diversité de professions, hein, comme on l'a vu dans le film. Hein. Des pêcheurs, des horticulteurs, des paysans, des maraîchers. Et la mobilisation aboutit rapidement. Alors, les pouvoirs publics, en fait, ne le disent pas, hein, mais laissent entendre que le site ne sera pas retenu. Hein. Ça serait peut-être un point à éclaircir historiquement. Il me semble qu'il y a une lettre de Christian Bonnet, député, ministre de l'Intérieur, qui confirme au maire d'Etel, je crois, ou de Bels, que la centrale ne sera pas implantée à Erdevenne. Ça serait à vérifier. Mais par ailleurs, donc, EDF ne lâche pas la Bretagne, et le projet est basculé sur Nord Finistère, donc à Portsmouth. Alors là, on a une région qui est assez similaire finalement, puisque c'est un pays de droite, paysan, c'est le Léon profond, on va dire, avec donc une population, on va dire, pologisante, c'est moins qu'on puisse dire, mais quand même une région sur laquelle de nombreux jeunes paysans se sont installés récemment. J'ai trouvé ça dans les archives. Et donc il y a un fort mouvement paysan qui émerge à Portsmouth. Et donc la mobilisation notamment est tenue par des syndicalistes à la gauche de la FNSEA. Il n'y a pas encore l'époque de Confédération paysanne. Voilà, donc on a vu les images dans le film, hein, il y a la fameuse fête d'Erdevenne, 15 000 personnes, la manifestation à Paris, 10 000 personnes, c'est les chiffres que j'ai. Malgré tout, donc, les pouvoirs publics en Bretagne, notamment le Conseil régional et le Conseil économique et social, valident le projet. Et puis voilà, donc le projet avance comme ça. Alors ce qui est étonnant, c'est quand même qu'EDF prend son temps. On retrouve ça dans les articles de presse à l'époque. Ils ne sont pas si pressés par un projet nucléaire en Basse-Bretagne, puisqu'il y a celle du Pèlerin qui est prévue du côté de Nantes. Et peut-être que finalement, pour EDF, ça suffirait d'avoir une seule centrale pour toute la Bretagne, toute la partie ouest en tout cas. Il y a Flamanville qui a démarré déjà, en construction, et donc ils ne sont pas forcément très très motivés. Je pense qu'il y a un débat interne chez les promoteurs de l'atome. Là aussi, il faudrait voir les archives à Blois, hein, aux archives EDF,
il y aura peut-être des documents intéressants à trouver sur les débats internes à EDF, qui a été masqué bien sûr, mais qu'on voit transparaître dans Ouest France par moment, dans la presse. Alors j'enchaîne avec un épisode important dans ce mouvement, c'est l'épisode des barrages à Plogoff. C'est un peu mythique, on fêtera les 40 ans l'année prochaine. Les 9, 10 et 11 juin 1976, donc il y a des sondages géologiques qui sont prévus à Plogoff, et c'est quelque part le début de la lutte à Plogoff, puisque la population se mobilise en faisant des barrages humains, en barrant la route aux ingénieurs EDF, ça pendant 3 jours et 3 nuits. Et tout le monde est un peu surpris en fait de la réaction. À la fois les habitants, ils sont surpris par la mobilisation des habitants de la commune, mais également les promoteurs de l'atome ne s'attendaient pas à une telle réaction. S'ensuit une période de latence, puisqu'on rentre dans une phase d'élection avec les municipales en mars 1977 et puis des législatives un an plus tard. Et on voit bien dans la presse, quand on prend la presse au jour le jour, que les promoteurs de l'atome mettent ça en sourdine, le temps de laisser passer le jeu politique. Et puis le projet réémerge à l'automne 1978. C'est délibéré, à mon avis, enfin je pense. Et donc, le projet réémerge en 1978, et donc les pouvoirs publics finalisent finalement le site de Plogoff. C'est Plogoff qui sera choisi. Donc le site nucléaire descend du nord vers le sud Finistère, lors notamment d'une réunion du Conseil régional de Bretagne assez Saint-Brieuc, assez houleuse, puisqu'on s'est rendu compte qu'à l'époque, les élus du Nord Finistère, qui étaient contre le nucléaire dans le Nord Finistère, étaient plutôt pour quand le projet basculait vers le sud. Donc la solidarité bretonne a ses limites, on va dire. Donc là, c'est le début de la grande lutte de Plogoff, Plogoff entre guillemets, c'est-à-dire la lutte qui va jusqu'en 81. Il y a une sorte de levée en masse, comme en 93 à Valmy, c'est-à-dire que subitement, tous les moyens qui avaient été accumulés depuis 1974, toutes les connaissances, tous les militants qui s'étaient mobilisés se retrouvent sur Plogoff. Donc il y a un effet de focalisation sur un seul site, et c'est ça qui fait sans doute la réussite de la lutte à l'époque. Donc on a par exemple 5000 personnes le 17 septembre pour un pardon antinucléaire. Alors on retrouve cette touche religieuse qui est manifeste à l'époque. On a des populations encore pratiquantes, croyantes, et donc la lutte prend une coloration souvent chrétienne. Ça c'est intéressant comme aspect, sachant qu'en sciences politiques, on démontre assez facilement que le premier facteur lors des consultations électorales, c'est le facteur religieux. Donc il se retrouve ici dans les luttes sociales. Il y a une première grande manif bretonne, c'est le 23 septembre 1978, à Brest pour commencer, 10 000 personnes. Et puis une autre manif à Quimper le 18 novembre 1978, avec 8 000 personnes. Donc on a ces deux grandes manifs, quasiment les deux seules dans cette période. Donc la lutte antinucléaire n'a pas abusé finalement des grandes manifestations urbaines. Ça a été plutôt des rassemblements festifs sur la côte, comme à Erdevenne, et puis plus tard à Plogoff. Voilà, alors on lui disait, c'est important aussi de tenir compte du contexte international, puisque ça joue dans la lutte en Bretagne. Donc en avril 1979, vous l'avez peut-être en mars, vous l'avez peut-être en tête, pardon, c'est en mars, le 28 mars, c'est la fusion partielle du cœur nucléaire de la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie. Donc c'est un non-Tchernobyl, on pourrait dire ça comme ça. La centrale tient, le coffre tient, ça n'explose pas. Mais quand même, ça met un coup d'arrêt au programme nucléaire américain. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un côté radical. C'est intéressant, cet aspect-là chez les Américains. L'accident a tellement fait peur, donc a tellement secoué l'opinion, que le programme nucléaire américain, donc les chantiers qui étaient mis en œuvre sont poursuivis, mais il n'y a pas de centrales nouvelles qui sont installées ensuite. Novembre 1979, un moment également intéressant pour dire que dans une lutte, il y a souvent des soubresauts internes. Et les promoteurs de l'atome de EDF, par exemple, les pouvoirs publics, ont beaucoup fait pression sur les maires pour qu'ils
bascule dans le camp pro-nucléaire, et ça a été le cas à Plogoff. Il y avait un maire qui s'appelait Jean-Marie Carloc, qui était maire de Plogoff. Alors, je le sais maintenant parce que j'ai rencontré son fils à Quimper, puis on a pas mal discuté. Jean-Marie Carloc était plutôt pro-nucléaire, en fait, il était socialiste, donc sa femme était plutôt contre. Donc il y avait un débat dans la famille, ça traversait la famille. Et donc Jean-Marie Carloc était tenu par son conseil municipal qui était plutôt opposé. La commune aussi aux 2 tiers. Les 2 tiers des habitants étaient contre, donc le maire avait suivi en fait sa population. Et puis finalement, en novembre 1979, il y a un gros doute. Il y a une réunion à la préfecture, et puis voilà, il se lâche, il craque, et il fait entendre que ça serait bien que le Cisin tire le plus grand profit possible du futur chantier. Donc ça fait une crise, bien sûr, à Plogoff même. Il y a une manifestation sous les fenêtres du maire, chose impensable, dans une commune rurale, littorale. Et donc il y a une crise interne, et donc le maire démissionne du comité de défense. Il reste maire tout de même, et c'est une dame, Annie Carval, une plogophile de 36 ans, épouse de marin en commerce, qui prend la direction du comité de défense. Donc il y a un aspect intéressant, c'est l'aspect féministe, mais féministe, je dirais, pas militant, pas gauchisant. C'est-à-dire c'est un féminisme pratique, puisque dans le Cap Cisin, les maris sont souvent embarqués en mer. Donc ce sont les femmes qui gèrent la vie quotidienne, qui gèrent les enfants à l'école, qui remplacent la voiture en cas de besoin, etc. etc. Donc les femmes sont souvent en charge de responsabilité, et là elles vont le faire également pour la lutte. Il y a une sorte de poursuite par rapport à la vie quotidienne. Le grand moment, bien sûr, le moment médiatique qui a marqué les esprits, c'est l'enquête d'utilité publique à Plogoff, du 31 janvier au 14 mars 80. Alors, je vous passe toutes les péripéties. Ça a duré 6 semaines, 44 jours, je les ai comptés. Donc là, il y a un tas de péripéties qui transforment la lutte en lutte nationale, voire internationale. L'écho traverse en fait traverse tous les médias. Et donc c'est la réussite des militants à l'époque, des gens qui se sont mobilisés. C'est la réussite d'avoir fait de leur lutte un exemple, un emblème quelque part de la lutte antinucléaire, au moment où, quand même, je fais une petite parenthèse, le mouvement est redescendu. Puisque le programme a été accéléré en 1974, et puis il a été fulgurant durant 4-5 ans. Et en 1978-1979, on se rend compte que la lutte est battue, on pourrait dire, le programme est sur les rails, les chantiers sont ouverts, et il faut la faire avec l'existant déjà. Donc il y a une redescente quelque part du mouvement, notamment après Malville, où il y a un mort aussi également. Et donc, on voit Plogoff en Bretagne qui résiste. C'est un peu le côté Astérix qui a été bien souligné à l'époque. C'était un peu manifeste. Donc, une surprise, le mouvement repart à Plogoff. Et donc, ça a un écho partout en Bretagne, en France et dans le monde entier. Il y a une Pentecôte antinucléaire les 24 et 25 mai, qu'on appelle souvent le Woodstock breton, parce qu'on a eu 100 000 personnes sur place à la Belle Lettrée passée sur 2 jours, avec toute la musique bretonne sur place. Sonny Riendu, Alan Stivell, Gilles Servat. Alors, Alan Stivell, peut-être pas, j'exagère un peu, peut-être. Servat était là, mais pas Stivell. Donc, un moment énorme. Le plus grand rassemblement en fait en France. Le premier rassemblement en France, historiquement, le plus gros. Avec l'arrivée des fameux moutons du Larzac, puisque une bergerie avait été construite sur la falaise de Fatanode, une bergerie pour manifester le fait qu'on pouvait faire autre chose que de l'atome à cet endroit. Donc les gens du Larzac étaient venus amener des brebis sur place. Alors le Larzac, vous voyez ce que c'est, c'est la lutte contre l'extension d'un camp militaire dans l'Aveyron, qui a démarré en 1971. Et donc il y a eu des rencontres entre ces deux luttes-là, qui étaient un peu emblématiques de l'époque. Un détail, mais qui a son importance, février 81, c'est ce qu'on appelle l'affaire des communistes. Les communistes, en fait, qui étaient contre l'atome, contre le projet de Plogoff au départ, localement, à Douarnenez, ou à Quimper, ou à Plogoff, ont changé d'opinion sous la pression de la ligne du parti, c'était une réalité à l'époque, sous la pression de Georges Marchais. Et donc,
il y a un groupe de militants communistes qui a été encerclé dans une maison pendant toute une nuit à Plogoff. Voilà, donc l'épisode est resté célèbre, en tout cas dans le Gap 6 ans. 9 avril 81, c'est une date importante, c'est Mitterrand, François Mitterrand, le candidat PS qui vient à Brest. Alors on voit les images encore, parce qu'on a les images de l'INA, les images de FR3. On voit Mitterrand qui rentre, bien sûr, toute la salle crie en même temps, hein, bien sûr. Alors à la fois pour soutenir le candidat socialiste, mais aussi parce qu'il y a un tas de militants antinucléaires qui sont dans la salle et qui attendent que Mitterrand lâche la promesse. Tout le monde attend la promesse. Hein. Et donc Mitterrand ne manque pas l'affaire, bien sûr. Hein. Il attaque son discours, il fait quelques périphrases sur Giscard d'Estaing. Hein. Et puis il lâche, je le cite, « Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon programme nucléaire. » Donc là, on a un bon mot mitterrandien. Hein. Donc, certes, Plogoff n'aura pas sa centrale, mais il y aura bien un programme mitterrandien. Et on sait que le nouveau gouvernement socialiste a poursuivi donc, le programme nucléaire. Alors, c'est souvent un peu exagéré, hein, on reproche ça aux socialistes. Ça a été quand même réduit, hein, d'un tiers. Il y a des centrales qui ont été abandonnées. Et à Flamanville, par exemple, il n'y a que 2 réacteurs. Il y en avait 4 de prévus au départ. Hein. Donc, il y a eu une réduction, mais d'un tiers à peu près. Voilà, donc le 10 mai 81, Mitterrand est élu. Bien sûr, c'est une fête inouïe à Plogoff. Hein. On a gagné. Hein. C'est le slogan qu'on a entendu à Radio Plogoff à l'époque. On a les bandes hein, qui ont été enregistrées. Voilà, donc l'affaire semble terminée. Et c'est là où c'est étonnant, ça a été un peu oublié. J'ai retrouvé ça en reprenant la presse un peu plus tard, parce que j'avais un petit doute quand même. Et en fait, le projet a été relancé. Le projet nucléaire breton a été relancé en décembre 85, à la demande du Conseil régional de Bretagne, qui était à l'époque mené par Raymond Marcelin. Voilà, donc un Morbihanais. Hein. Donc, il y a un croisement entre Erdéven et puis finalement, 10 ans après, on retrouve Marcelin qui est toujours là, à s'occuper du nucléaire. Alors c'est un peu ambigu, on a l'impression que Mitterrand fait un peu de séduction à l'égard de la région Bretagne pour préparer la cohabitation. Il y a ce contexte politique là qui est un peu bizarre. Alors Mitterrand lâche un petit peu, il dit pourquoi pas une centrale en Bretagne, mais tiens, ça serait intéressant. Et puis il vient à Saint-Jean-du-Doigt, sur le site où il avait débarqué durant la guerre mondiale, mais sur le site également où est prévu le projet. Et là, une autre phrase mitterrandienne, qui est quand même excellente, il dit devant l'Assemblée, c'est sans danger. Alors quoi? Il ne dit pas plus. Comment il faut interpréter? Le nucléaire est sans danger, ou c'est sans danger, il n'y aura pas de centrale. Donc en fait, il parle pour tout le monde en même temps. Voilà, je pense que c'était son talent, sans doute son ambiguïté. Donc, décembre 85, vous voyez où j'arrive, hein, il y a des luttes donc à Saint-Jean-du-Doigt, dans le Finistère, mais également à Plouézec, au sud de Saint-Brieuc. Il y a des manifestations à l'époque contre son projet de centrale. Il y a des rencontres entre les anciens de Plogoff et les militants du nord de la Bretagne. On a soit reproché aux gens de Plogoff de ne pas s'être battus ensuite, c'est faux. Ils ont fait beaucoup de choses, hein, ils sont allés partout en France. À Choux, à Civaux. Ils ont fait pas mal de réunions publiques comme ce soir. Donc voilà. Et donc, j'en arrive au 26 avril 86. Hein, c'est Tchernobyl. Là, le coffre saute. Hein, et on s'inquiète pour les choux-fleurs du Léon. Voilà, il y a les gros titres de Ouest France. Et c'est la fin du projet breton. Parce qu'il est impossible de parler de nucléaire après 86, hein, dans cette période-là. Et donc ça met un terme en fait au projet nucléaire breton. Et on n'en est pas revenu depuis. Et j'ai eu quelques échos parfois des discussions qui se passent au Conseil régional de Bretagne, depuis 2000 notamment. C'est un sujet tabou. Vraiment, c'est un truc. Voilà, il n'est pas question de parler de nucléaire en Bretagne. Dans les années 90, ouais, ça a ressuscité quand même. Oui, ils ont essayé de le remettre sur le tapis, mais c'était impossible. Enfin, voilà, il y avait quelque chose, il y avait un verrou qui était là, hein, politiquement. Hein. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'était mon premier point, je serai plus peut-être sur le deuxième, je ne vais pas être trop long non plus. Pourquoi ça aboutit?
Alors j'ai donné quelques pistes, peut-être, je peux en donner d'autres de manière plus rapide, plus synthétique. Pourquoi une lutte comme ça peut réussir? Qu'est-ce qu'on peut voir en fait à l'analyse? Alors, premier point peut-être, pour moi c'est quelque chose qui reste assez vrai. Une lutte sociale comme ça, c'est toujours une affaire de jeunes gens, je crois profondément. Les gens à l'époque, une sortie nucléaire, c'était des jeunes, des moins de 30 ans, des moins de 35 ans. Et c'est important que dans des luttes sociales, on ait de la fraîcheur, de la spontanéité et de la force physique quelque part aussi. À mon avis, ça se passe toujours par la nouvelle génération qui arrive, qui amène quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition, et qui va lutter contre tel ou tel projet. Et donc à l'époque, effectivement, on a un mouvement qui est très très jeune. J'ai rencontré Gérard Bovon, qui était prof de physique à Landerneau, qui avait 35 ans, et il me disait, moi j'étais un vieux. J'étais vraiment le vieux con de la bande, à 35 ans. Donc beaucoup de jeunes, et voilà, donc, qui ont consacré des années à ça. Donc des jeunes qui ont la vingtaine d'années. Deuxième point, et c'est incontournable, on le voit bien dans le film, c'est le côté pas de ça dans mon jardin, le côté intérêt personnel, NIMBY. Et moi je défends tout à fait ça. Moi ça me choque pas du tout. On ne se mobilise pas pour des causes un peu générales, la défense de l'humanité, c'est trop large en fait. Quand on se mobilise, c'est pour défendre des intérêts personnels, c'est tout à fait légitime, et ça ressort toujours très profond des mobilisations. Alors c'est peut-être pour ça aujourd'hui que c'est difficile de parler du nucléaire, parce que c'est devenu un sujet un peu général. Il n'y a pas de centrale en Bretagne, donc quelque part les gens ne sont pas trop inquiets, et donc c'est la raison pour laquelle ce soir la salle n'est pas remplie. C'est sans doute un aspect qui est important. Donc, une lutte fait son succès aussi par la mobilisation d'intérêts personnels, et c'est important, tout à fait important. Troisième élément, eh bien, ce sont les catastrophes précédentes, on peut dire les précédents, qui attestent, qui prouvent que le discours est juste. Donc il y a Three Mile Island, bien sûr, à l'époque. Il faut penser aux catastrophes pétrolières également, le Torrey Canyon, la Mococanis, le Tanio en 80. Donc il y avait eu des catastrophes écologiques déjà en Bretagne, et donc les militants faisaient le lien assez facilement entre ces catastrophes et ce qui pouvait arriver avec une centrale du même acabit sur la côte. Ça a été confirmé par Fukushima. Moi j'ai rencontré des péogophytes après Fukushima qui avaient un petit doute quand même sur ce qu'ils avaient fait. Parce qu'on leur reproche, finalement, on pouvait leur reprocher, les Capsiciens maintenant il n'y a plus personne, c'est le déclin. Et puis en 2011, ils se sont sentis justifiés. Vraiment, ils ont été plus à l'aise parce qu'ils ont bien senti que ce qui est arrivé à Fukushima aurait pu très bien arriver aussi sur une centrale à la pointe du bras, exposée à toutes les tempêtes de l'Atlantique durant l'hiver. Un autre facteur qui a joué, c'est le facteur du temps. Alors c'est un peu classique, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, EDF a pris son temps. C'est un peu le lièvre de la fable, ou la tortue, pardon. Non, le lièvre. Le lièvre. Oui, donc, entre 75, 74 et 81, il se passe quand même 5-6 ans, et on ne voit pas donc les promoteurs de l'atome se dépêcher. Et donc ça laisse le temps aux militants aussi de s'organiser. L'inverse est vrai à Flamanville, le chantier a commencé avant le permis de construire. L'État en fait a marché sous la loi, et donc le mouvement a été pris de court. Il n'a pas eu le temps de s'organiser. Et donc c'est important aussi que dans une lutte on ait le temps de s'organiser, ce qui n'est pas toujours le cas bien sûr. Là ça a été le cas en l'occurrence. Après j'ai pris un point sur le tempérament capiste, mais on aurait pu parler du tempérament morbihanais également. Des populations, on les voit un peu dans le film, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont ancrées sur un territoire, dont la vie est organisée de façon assez structurée, et donc il y a un tempérament. Ça c'est le côté psychologique. Il y a un tempérament collectif aussi. Et donc on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser manipuler, on n'est pas des moutons. Donc ça c'est très fort dans le Capcizin. Je pense que ça l'a été aussi dans le Morbihan, avec le milieu de la pêche, le milieu paysan. Voilà, on ne s'en laisse pas raconter.
Donc c'est important aussi d'avoir des personnes comme ça qui n'ont pas forcément la formation, je dirais, intellectuelle pour maîtriser les concepts, mais qui sont capables aussi de s'engager très fortement dans une lutte où il faut du monde, où il faut des discours et où il faut s'impliquer aussi dans des manifs. J'enchaîne un autre point alors, qui est important, qu'on voit bien dans le film avec la fête, et à contrario, quelque part, c'est l'échec de Malville. Il faut toujours rendre ça festif. Je crois que ça a été bien appris depuis. Hein. Les luttes ont bien acquis cette dimension, ont bien intégré cette dimension. Donc cette fameuse fête antinucléaire, quand elle est nombreuse, hein, dans le Morbihan, puis en Finistère. Donc ça amène du monde parce que c'est pas quelque chose qui paraît négatif. Il y a un discours positif, on s'amuse, hein, il y a de la musique. Et donc ça a été important aussi pour rendre la mobilisation sympathique, notamment auprès des médias. On va retrouver les médias après. Hein. Parce que les médias, le rôle des médias est crucial, déterminant. Il faut que les journalistes soient là, et il faut que les journalistes parlent plutôt en bien de la lutte. Et c'est ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas acquis d'avance. Donc les fêtes, voilà, bon, avec la fameuse fête de mars 75 et Ardéven, et puis celle de la Belle et Trépassée en mai 80, pardon. Ce sont de grandes réussites qui expliquent aussi une part du succès. Hein. C'était entendu par les socialistes, par le PASEC, par Mitterrand, tout ça. Ils l'entendent aussi au bout du bout. Alors l'impact médiatique, c'est vrai qu'à l'époque il a été important. C'est toujours très dur de parler à des journalistes, de se faire entendre, parce qu'eux ont leur propre angle professionnel. Hein. Et donc c'est un travail qui est toujours un peu particulier. Alors la chance à l'époque des militants, c'est qu'il y avait des jeunes journalistes à Ouest-France notamment, qui avaient une bonne oreille en fait par rapport à ces nouvelles problématiques de l'écologie. Donc ils ont été plutôt entendus, mais dans le cas d'Ardéven par exemple, il y avait un jeune gars qui était arrivé qui s'appelait Didier, un journaliste de Lorient. Didier comment qui est devenu un responsable ensuite, Pilet. Didier Pilet, donc qui était un jeune journaliste à la rédaction de Lorient, qui s'est passionné pour la lutte dans un premier temps, et puis il a senti qu'il était allé un peu trop loin. Il y en avait plusieurs, hein. Il y avait Jean Téphène ou Jean Asquette. Asquette peut-être. Jean non. Alouette. Non. Bon, on va pas tous les faire. Ça va me revenir. Et donc, qui était avant Didier Pilet. Peut-être qu'il a eu un coup de fil de Rennes aussi en lui disant bah, écoute, t'en fais un peu trop, essaie d'équilibrer. Et donc, effectivement, il y a eu des polémiques ensuite à Ardéven, comme quoi les dunes avaient été mal nettoyées. On voit bien que les journalistes essayent de mettre un peu l'équilibre à la fin quand même. On a toujours dit que c'est important d'avoir leur regard bienveillant à travers les articles. Et c'est toujours une erreur de se fâcher avec un journaliste. Alors bien sûr, on peut se fâcher, on peut avoir des raisons de le faire. On peut tout à fait comprendre. Mais là, bon, il y a un côté, je dirais, machiavélique, diplomatique à avoir avec la presse. C'est un travail bien spécifique, je pense, hein, mais qui n'est pas simple sans doute. Je poursuis un point fondamental également, les appuis extérieurs. Il faut qu'on ait l'appui de personnes qui sont compétentes. À l'époque, ça a été la CFDT, par exemple, qui était très avancée, la CFDT de Normandie. Donc des appuis, le Larzac donc pour Plogoff, le réseau qu'on va tisser avec d'autres luttes, ça a été très fort également dans le Morbihan, on l'a bien souligné. Hein. Il y a eu des rencontres entre le Pèlerin et Plogoff et Plogoff et le Pèlerin, il y a eu des échanges comme ça d'idées, puisque l'enquête d'utilité publique avait lieu au Pèlerin en 1977, et donc ça a beaucoup servi pour Plogoff ensuite en 1980. Il y a eu des échanges d'idées comme ça, qui ont été intéressantes. Bon voilà, donc ne pas rester isolé, évidemment. Hein. Avec Internet aujourd'hui, c'est un peu évident, c'est beaucoup plus simple. Ça l'était moins peut-être dans le passé. Voilà, bon, j'en arrive à mes derniers points. La constitution d'une expertise. Bah, il faut bosser ces dossiers. Hein. Et à l'époque, sur l'atome, c'était pas facile, puisqu'on avait des experts qui avaient le monopole de la parole, et dans des réunions publiques, il fallait les contrer en étant par ridicule, et c'était très difficile. Notamment des jeunes personnes qui avaient découvert le thème de l'atome civil. Voilà, donc souvent, ils ont été renvoyés dans leur corde assez facilement. Bon, après, ça s'est amélioré avec le temps, hein, mais c'est toujours un travail également, je dirais, presque intellectuel. Hein.
Il y a un côté intello dans la lutte, constituer des dossiers, puis les maîtriser ensuite pour pouvoir tenir un trajet donc, aux adversaires. Voilà, alors après, pour terminer peut-être, je vais m'arrêter là ensuite, ce qui est déterminant à la fin des fins, c'est de trouver un parti politique que ça intéresse. Quand on a une lutte sociale comme ça, pour que ça aboutisse réellement, il faut intéresser les partis politiques. Donc il faut trouver des relais dans les partis politiques. Et donc ça a été la réussite du mouvement antinucléaire en Bretagne à l'époque, dans une phase de montée du PS. Effectivement, il y a un contexte particulier. Jean-Marie Carlock, maire de Plogoff, était PS. Le comité de défense du PS a été monté par des militants socialistes. Donc normalement, ils étaient au cœur du sujet. Mais il y a eu un relais qui a été bien fait au niveau des instances départementales avec quelqu'un comme Bernard Poignon, par exemple, à Quimper, le Passac à Quimperlé, et tout ça s'est remonté à Paris. Mais il a fallu convaincre. Et j'ai rencontré cet été des responsables du PS au Larzac, qui avaient rencontré Mitterrand. Il a fallu convaincre, ça n'a pas été facile. Parce que bon, le PS était plutôt pro-nucléaire, enfin il y avait différentes opinions, mais il y avait une grosse partie qui était pro-nucléaire, donc rien n'était évident. Rien n'était évident. Et donc là, bon, il y a eu un coup sans doute de Mitterrand. C'est vrai que c'était pas mal de s'afficher anti-Plogoff avant 81. Il y avait peut-être des voies à prendre d'un point de vue électoral. Oui. Il y a un côté tactique, bien sûr, qui est évident. Alors Poignon m'a dit non, c'est pas ça, vous exagérez, vous êtes trop machiavélique. Bon, je pense qu'il y a une bonne partie de vérité quand même. Parce que la vague rose a touché la Bretagne et puis elle s'est poursuivie après. Voilà, donc des relais politiques. Et on voit bien, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, en 2012, le relais a été raté. J'ai bien suivi l'affaire. Il y a eu un deal, un groupe parlementaire écolo à l'Assemblée, et puis Hérault Premier ministre. Il n'y avait pas la fenêtre pour un relais pour abandonner l'aéroport. Ça s'est mal enclenché, en fait. Ça s'est mal goupillé. Et la fenêtre ne s'est pas ouverte pour eux. Alors peut-être qu'elle va s'ouvrir en 2017. Ça va être intéressant à suivre. Voilà, alors... Je termine une conclusion avec quand même une grosse faiblesse du mouvement antinucléaire, qui reste peut-être sa faiblesse aujourd'hui. Ça a été souligné par un auteur dès 1978. Et quelque part, c'est le revers de la médaille du slogan « Pensée globale, agir local ». Les écologistes ont voulu agir localement. C'est intéressant. Effectivement, la vie quotidienne, voilà, c'est tout à fait défendre cette opinion-là. Puis il y a eu des luttes, il y a eu plein de luttes partout, mais finalement, à l'arrivée, la lutte s'est disséminée. Et il ne s'est pas produit ce qui s'est passé dans le mouvement pour les droits civils pour les Noirs américains en 1971. La lutte avait commencé dans les années 50, dans le Sud profond, avec la revendication donc, dans les bus pour l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Donc, les militants comme ça ont fait différents États en remportant des victoires, et puis ils se sont dit, on en a assez quand même, c'est un peu fatigant, on peut aller plus vite, et c'est la marche à Washington. Il faut remonter tout le paquet, en fait, à la capitale. Et c'est la grande manif, dont j'ai pu être en tête, avec John Baez et Bob Dylan, qui chantent la tribune. Alors ça a manqué sans doute à un moment donné, dans le mouvement antinucléaire, la remontée à Paris, la remontée au centre, dans un pays qui est jacobin centralisateur. Il y avait peut-être une carte à jouer. Alors c'est facile de refaire l'histoire à posteriori, bien sûr. J'exagère un peu. Alors peut-être que ça reste vrai aujourd'hui. Et Flamanville 2016, par exemple, voilà, c'est un choix tactique. On va sur un des sites. Pourquoi pas Paris finalement, devant Matignon, devant l'Élysée. Voilà. Et je m'arrête là-dessus. Merci. Juste en partie de plan historique, on peut resituer quand même les luttes en Bretagne par rapport un peu à ce qui s'est fait en Europe, dans ce qu'a fait Emmanuel Riva, lui qui a travaillé sur la transnationalisation du mouvement antinucléaire, pour dire que les luttes, il y a eu des mouvements antinucléaires, des initiatives antinucléaires, donc dans les 60, mais c'est surtout à la fin des années 60, 69 ou début 70, que donc on a des scientifiques américains qui commencent donc à faire passer l'information sur le risque nucléaire en Europe. Et ça se passe, c'est très confidentiel, c'est surtout au niveau universitaire, des universités, des grandes villes, etc. C'est pas du tout
donc dans nos campagnes. Mais assez vite, donc il y a des premières réunions, donc des projets, notamment en Allemagne. Donc je parlais il y a trois projets qu'il faut absolument avoir en tête. C'est ceux de Ville, et donc dans la vallée du Rhin, Kalkar, et puis Gorleben, qui est plus connu, puisqu'aujourd'hui il y a toujours des projets de stockage de déchets. Et donc on a un forum, je crois que c'est le forum Manu, qui se réunit en 70 et dès 71, donc il y a une coordination antinucléaire européenne qui s'appelle WISE. Vous avez sûrement entendu parler. Hein, on l'appelle aujourd'hui WISE Amsterdam, mais en fait c'était une coordination de tous les mouvements antinucléaires, tous les groupes antinucléaires européens qui se sont donc constitués en 71. Donc ici effectivement Erdevene, donc ça démarre en 74. Par contre très vite les militants d'Erdevene, et Jo pourra en témoigner, sont allés chercher l'information sur les réunions qu'il y avait à Paris avec un certain nombre de scientifiques américains. Très vite, et j'ai sorti un document des archives qu'on a pu récupérer qui montre le lien très fort, par exemple, entre le CREM d'Erdevene et le comité de lutte antinucléaire de Kalkar en Allemagne. D'accord, hein, donc où le CREM est cité respectivement, donc il y a des tracts communs, hein, donc aux deux luttes, hein, qui montrent bien que c'est pas une lutte locale, hein, même si celle-là on se rappelle, hein, c'est une lutte qui effectivement s'est située dans un contexte beaucoup plus général et qui a eu des retentissements au-delà de la France, hein, y compris donc en Allemagne, hein, dès 75, hein, parce que c'était vraiment une très grande réussite. On a plus parlé d'Erdevene en Allemagne, d'ailleurs, moi j'ai eu des militants allemands. Hein. Dès 74, oui, on a plus entendu parler d'Erdevene en Allemagne peut-être qu'en France. Hein, au programme de la soirée, donc on avait aussi l'actualité. Je vais continuer, j'ai prolongé parce que je ne savais pas où allait s'arrêter ni Gilles ni Jo. Donc juste peut-être pour retracer très rapidement, on reviendra dans le débat si vous voulez des précisions. Donc effectivement après 81, le mouvement antinucléaire passe par c'est calme, les groupes continuent à lutter localement, mais il n'y a plus rien au niveau national ou très peu. Il y a effectivement un peu ce genre du doigt, j'avais effectivement l'information aussi en 85, mais ça bouge pas. Tchernobyl passe. On ne voit pas le mouvement antinucléaire se mobiliser plus que ça, c'est curieusement, contrairement au reste de l'Europe. C'est vrai que les nuages radioactifs s'étaient arrêtés à la frontière. Oui, il y a des communiqués, mais bon, il n'y a pas eu un mouvement de masse, une réaction à la hauteur de l'événement, c'est ça que je voulais dire. Ça redémarre en fait à 87. On commence à avoir quelque chose d'intéressant, c'est lorsqu'on se repose la question de l'enfouissement des déchets radioactifs. Donc il y a 4 départements en France qui sont retenus. Moi je retiens que ceux de l'Ouest parce que donc il y a Neuville-Boin, c'est dans les Deux-Sèvres, et Bourg-d'Iré, donc en Maine-et-Loire. Il y a Fougères aussi qui est retenu, mais assez rapidement abandonné. Et là il y a des mobilisations extrêmement importantes. On oublie, mais presque aussi dur que Plogoff, hein, vraiment des mouvements qui ont été très très forts, hein, où les forces de police ont obligé de creuser des fossés profonds de plusieurs mètres pour empêcher les manifestants d'accéder au site, avec des barbelés et des tirs tendus. Vraiment, c'était très 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 lourd, et des mobilisations assez importantes, hein, de l'ordre de 10 à 15 000 personnes à Angers à peu près, donc 87. Jusqu'en 90, où donc là il y a un moratoire, on arrête les travaux. Hein, sur les centres d'enfouissement, et donc vous allez retenir cette date-là, ce qui est important, c'est la loi Bataille de 91 qui va régler le problème en ouvrant donc 3 stratégies pour le devenir des déchets nucléaires, qui sont donc l'enfouissement en grande profondeur. C'est ce qui est en train de se faire en fait dans l'actualité, c'est actuellement ce qui est en train de se faire à Bure, hein, donc frontière de la Haute-Marne et de la Meuse, dans une espèce d'endroit là où il n'y a pas grand monde. Et pas beaucoup d'opposition. Donc la transmutation, mais ça on l'a complètement oublié parce que c'était totalement réaliste, donc on n'en parle plus du tout, plus personne ne s'intéresse à la transmutation. Et donc l'enfouissement en subsurface, juste sous la surface, hein, dont on ne parle plus beaucoup aussi. Enfin, il y a quand même toujours des projets, hein, mais c'est plus d'entreposage que du stockage, hein, sur du long terme. Donc aujourd'hui, ils ont mis tout le paquet sur Bure, et on en reparlera. Donc voilà, pour dire la loi Bataille, donc 91. Et là aussi, donc, on repart après ça, d'un certain calme, jusqu'à 95, où la reprise des essais nucléaires.
par Chirac. Et là, on revoit des jeunes. Alors c'est curieux parce que ça revient par le nucléaire militaire. C'est la première fois où le mouvement anti-nucléaire reprend du nerf, là, donc via les essais nucléaires, donc des bombes atomiques. Et donc il y a des mobilisations importantes, hein, plusieurs milliers, 3000 personnes à peu près à Vannes manifestent contre la reprise des essais, c'est considérable. Et il y a toujours eu dans le Morbihan, depuis le CRIN, hein, moi j'y ai participé ponctuellement quand je suis arrivé ici à un certain nombre de réunions, etc. Mais en 95, il y a des jeunes qui arrivent et qui donc constituent sur Vannes. C'était le collectif 56 Stop Essai, quelque chose vraiment de ce goût-là, et qui mobilise donc assez fortement les jeunes. Et puis, ce qui va redonner vie au mouvement anti-nucléaire, c'est le carnet. Donc on n'a pas évoqué encore. Donc le carnet, donc le projet d'EPR, donc cette fois-ci c'est l'EPR, hein, donc de construction d'une centrale nucléaire de type EPR, donc au Carnet, en Basse-Loire, à l'entrée de la Loire. Et donc je vais assez vite, hein, mais pour dire simplement que la mobilisation, il y a une chaîne humaine entre Nantes et Saint-Nazaire, hein, ce qui était très long, c'est une plus importante, il y a plus de 40 000 personnes à se tenir par la main, c'est considérable, c'était mesurable en plus, parce qu'il n'y a pas eu de trous, très peu. Et puis, donc, un rassemblement au Carnet, il y a eu une quarantaine de milliers de personnes également. Donc, à la suite de cette victoire, le Carnet va être abandonné. Le projet de centrale nucléaire au Carnet va être abandonné. Nous, on est à l'époque, donc on avait créé un collectif Carnet 56, donc qui a fortement mobilisé évidemment pour le Carnet. Il y a eu 3 ou 4 quarts, je ne sais pas si Anne-Marie, ça n'était pas d'ailleurs dans un écart, peut-être. Enfin, il y a eu 3 ou 4 quarts du Morbihan qui sont partis au Carnet, et les estimations, c'est environ 4 à 5 000 personnes comme du Morbihan qui sont déplacées au Carnet. Le Morbihan a été extrêmement sensible, et la lutte est repartie sur le Morbihan, hein, surtout sur la partie Est, plus évidemment, mais à cette époque-là. Alors, on revient au niveau national. Donc, le Carnet, grande victoire, on a beaucoup parlé dans la presse. Au même moment, donc, il y a l'arrêt définitif de Superphénix. Et donc, il y a une association qui existait depuis les tout débuts, hein, des années 75, qui s'appelait les Européens contre Superphénix, qui avait un salarié. Donc, eh bien, le démantèlement du surgénérateur étant acquis, donc cette association-là eh bien, se retrouve avec un capital assez conséquent, parce qu'elle avait beaucoup de dons, un salarié, et ça va donner en 97, lors d'une réunion à Nantes, à la la constitution du réseau Sortir du nucléaire. Donc c'est la date en 97. Et là, la question qui se pose, c'est bon, on a gagné, mais il y a encore d'autres réacteurs qui donc à arrêter. Il faut engager une lutte pour la sortie du nucléaire, on n'est pas sur l'arrêt. Hein. Les réacteurs ont encore 15 ans hein, de durée de vie, donc il ne semble pas y avoir d'urgence, ils semblent être capables de faire une sortie, je dirais, douce. Hein, il y a du temps, des scénarios. Douce, c'est pas sûr. Non mais douce, mais bon, je veux dire, on se dit qu'il y a du temps, il faut monter en puissance, etc., avoir une vraie stratégie. Et on commence à penser globalement, agir localement, mais cette fois-ci on est sur penser globalement, agir globalement. On se situe clairement sur essayer de constituer un grand réseau français antinucléaire. Et donc ça monte bien. Hein. Moi, je deviens administrateur en 2000 du réseau Sortir du nucléaire. Ça monte bien en puissance. Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu l'histoire des déchets, des projets d'enfouissement de déchets nucléaires en Bretagne, en site granitique, donc avec notamment l'histoire de Quintin. Qui a fait bouger beaucoup les Bretons. On dit qu'il n'y a plus de nucléaire en Bretagne, mais si. Et tout d'un coup, le nucléaire revient par la petite porte avec les déchets Christ avait ressorti son personnage. Et Caris, exactement, Jean Caris avait ressorti son personnage à une très grande manifestation à Quintin, de l'ordre de 10 000 personnes, hein, très honnêtement. On a annoncé 15 000, mais honnêtement, 10 000 personnes. Effectivement, Jean Caris était à Quintin, et donc il avait été sur la scène. Moi, je m'occupais un peu d'animation de la manif, et donc il avait fait son spectacle sur la scène à Quintin. Ça avait été un moment un peu magique. De retrouver donc en 2001 ou 2001. Voilà, alors j'ai lu assez vite. Alors, le mouvement monte en puissance, il embauche des salariés, il y a de plus en plus d'argent, et il se sent capable d'organiser pour la première fois depuis les années 80 un grand rassemblement donc à Cherbourg en 2006, si je me rappelle bien, un grand rassemblement qui va être une vraie réussite. 30-35 000 personnes. C'est la première fois depuis quasiment
20 ans qu'il n'y a pas eu autant de monde donc sur un rassemblement très coloré, sous la pluie. Et le mouvement monte toujours en puissance. Le réseau sont de plus en plus fort. Et donc l'année suivante, 2007, il organise donc un grand rassemblement sur 5 sites en France, mais c'est essentiellement à Rennes que ça va bouger. Les Bretons, hein, c'est assez curieux, d'ailleurs c'est pas l'analyser, moi j'ai pas assez de recul pour l'analyser. Les Bretons redescendent dans la rue avec 35 000 personnes, on va annoncer 40 000 aussi, mais honnêtement 35 000 personnes dans la rue à Rennes, et environ 50 à 60 000 au niveau national. C'est assez inégal donc, au niveau national, mais donc ça marche toujours bien. En parallèle, la réflexion quand même elle a évolué. De la sortie du nucléaire, on s'est posé la question quand même de scénariser cette sortie. On ne peut pas continuer sur les débats, on va en sortir comme ça par magie. Et donc, dès les années 2003-2004, donc, les administrateurs s'intéressent à des scénarios de sortie nucléaire. C'est extrêmement laborieux, parce que dès qu'on touche à la question de l'arrêt du nucléaire ou de la sortie nucléaire, eh bien, on touche à des sensibilités, parce qu'on touche aux politiques dans le dur. Et donc, c'est très laborieux, et on arrive quand même à ce qui s'appelle des scénarios de sortie du nucléaire en 5 ou 10 ans, ce qui est extrêmement court par rapport aux autres hypothèses, hein, 40-45 ans, chez la France au scénario mégawatt, quelque chose qui est tout à fait construit. Et puis en 2006 aussi, en parallèle, donc, on commande une étude au Centre du Cotentin sur que faire avec les 3 milliards de l'EPR. Et il apparaît qu'avec 3 milliards de l'EPR, on peut construire plein de... Enfin, je ne vais pas rentrer en détail, mais plein d'emplois, beaucoup d'emplois et beaucoup d'énergie renouvelable. Et qui couvrirait largement dans ce que pourrait produire l'EPR. Donc tout ça pour dire que dans le contexte, donc, on a en même temps qui est montée en puissance du réseau santé nucléaire, on affine un petit peu la position politique du réseau sortir du nucléaire, mais en même temps ça l'isole. Il est très fort, il recule tout le temps très fort, mais en même temps ça l'isole, parce qu'il rentre en concurrence avec des grandes ONG telles que Greenpeace, etc., puis il commence à déranger, et donc on a le Grenelle de l'environnement, le réseau santé nucléaire n'est pas invité. Alors qu'aujourd'hui il a une place à l'époque qui est devenu majeure, et il n'est pas invité au Grenelle de l'environnement. Ceci dit, on n'avait pas forcément pour certains, on n'a pas forcément très envie d'y aller. Mais bon, on n'est quand même pas invité, et il y a des tensions au sein du réseau santé nucléaire entre des salariés qui veulent une certaine reconnaissance, parce que c'est leur travail, c'est leur métier, hein, et puis ils sont quand même 16, hein, c'est une grosse entreprise, enfin, PME, on va dire. Grosse PME, et avec des administrateurs qui, eux, sont restés un petit peu dans l'idée de la militance, du bénévolat, etc. Et qui ont trouvé, les administrateurs qui ont aussi trouvé un salarié qui est décentralisé, qui s'appelle Stéphane Lhomme, dont je vais citer là pour le coup, Stéphane Lhomme, d'accord, qui effectivement va porter la parole des bénévoles du CA dans les médias, etc. Et donc, c'est la période un peu euphorique. Et ça va, 2008, donc il ne se passe pas rien, enfin rien si, il y a une manifestation à Paris, parce que tu parlais de Paris, en 2008, il y a quand même une manifestation à Paris, 10 000 personnes, ça ne marche pas. On sait qu'à Paris, il faut que les Parisiens bougent, qu'on surveille une grande manifestation, et dès qu'on parle d'énergie à Paris, il faut reconnaître, et c'est toujours été une difficulté du mouvement anti-nucléaire, ça n'intéresse pas les Parisiens, ils savent qu'ils sont très dépendants de la province en termes d'alimentation en énergie. Et visiblement, même si on est très écologiste à Paris, la question énergétique, c'est une question qui dérange. Ils savent qu'ils n'auront pas de centrale. Ils savent qu'ils n'auront pas de centrale, mais en même temps, ils savent que si on arrête les centrales nucléaires, ils vont avoir des gros problèmes. Donc, c'est toujours été une difficulté pour les gens parisiens. Et donc, 2009 arrive la question du réchauffement climatique. Et là, ça devient très compliqué. Parce que déjà, au niveau des organisations qui luttent contre le réchauffement climatique, il y a déjà 2 grandes fédérations internationales, ou organisations internationales, qui sont Climate Justice Now, et l'autre s'appelle, j'ai oublié son nom, mais ça va revenir, qui est plus environnementaliste, en disant on va trouver des arrangements, y compris avec le nucléaire, le nucléaire peut participer provisoirement à la lutte contre le réchauffement, etc. Alors que le Justice Climate Now, c'est plus la gauche, les intermondialistes, etc. pour situer les choses. Et là, ça devient très compliqué en 2009, et donc là, il y a un clash entre les salariés et les administrateurs du réseau sortir du nucléaire, qui va se traduire par un putsch, donc une prise du pouvoir donc en 2010, et donc sur 9 administrateurs, sur 8 administrateurs, parce qu'il n'y en a que 8 à l'époque, il y en a 7 qui sont virés, il y en a un qui a participé au putsch,
Alors que du coup, c'est organisé, aujourd'hui c'est passé au tribunal, c'est acquis, c'est admis, ils regrettent tous, etc. Mais bon, l'histoire est ainsi faite. Hein. Donc il est admis qu'effectivement, il y a eu une organisation réfléchie, voulue, pour prendre le pouvoir au sein du réseau sortie nucléaire. Je vais passer assez vite hein, sur les détails, je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse. Où on en est aujourd'hui? Le mouvement, évidemment, alors le réseau est très, très inefficace. Il a perdu énormément, il a toujours de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, il a 17 salariés encore. Il a beaucoup profité de Fukushima en termes financiers, mais il est totalement inefficace parce que beaucoup de relais militants, il faudrait réfléchir à comment caractériser le mouvement antinucléaire. Quand on perd ces relais militants, eh bien le mouvement il devient inefficace. Ça s'est déjà vu. Enfin, ils partent de la base. Ils partent de la base. Et là, ils ont perdu leur base. Et donc, ils sont devenus inefficaces, même s'il y a encore de l'argent, etc. Par contre, les groupes ont continué d'exister. Ils ne sont pas disparus pour autant, les groupes locaux. Le Parti Perpignan, etc. Ils ont continué leur action et en se focalisant essentiellement sur... alors, il y a l'ouest, il y a le nord-est, autour de Bure, enfin, de la question des déchets nucléaires. Parce qu'il n'y a pas que Bure, il y a Soulaine, et puis Bure, c'est Géo. Où le mouvement, et puis la prochaine d'Allemagne aussi probablement, qui a fait qu'il y a un mouvement qui est assez important qui s'est constitué sur le nord-est de la France, qui est peu structuré mais qui bouge beaucoup. Il y a l'Observatoire du nucléaire, dont vous savez certainement pour la prose, vous savez que par internet, puisque c'est essentiellement sur le net, dont Stéphane Lhomme qui a créé l'Observatoire du nucléaire. Et puis en Bretagne, où les groupes se sont constitués en Fédération antinucléaire Bretagne, avec quelques belles réussites, c'est calme, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément très nombreux. Mais on ne fédère pas en plus tous les groupes, parce qu'il y a une réflexion globalement dans le mouvement antinucléaire qui s'est faite quand même, qui a été amorcée, je disais, depuis 2003-2004, qui aujourd'hui, à mon avis, est assez abouti, sur les rythmes d'arrêt du nucléaire. C'est-à-dire que de la situation de 97, on avait 15 ans devant nous, aujourd'hui les 15 ans sont passés. Et aujourd'hui, les réacteurs, quasiment les 2/3 du parc, aujourd'hui, ont dépassé leur limite de durée de vie. Donc la question ne se pose plus de savoir qu'est-ce qu'on fait la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces réacteurs-là. On investit 80-100 milliards d'euros, ce sont les chiffres EDF, 80 milliards, ce sont les chiffres EDF, d'accord, dans le nucléaire pour rafistoler ces vieux réacteurs, ou bien on les arrête et on fait ce qu'on peut pour sortir de la situation catastrophique dans laquelle on est, en termes de simplement, on est assis sur une pompe. Ça va péter, à un moment donné, des réacteurs qui ne sont plus entretenus, on n'a plus les moyens, et donc le rafistolage, on ne sait pas très bien quoi. Puis ça se passe très mal, il vient d'avoir un accident à Palluel, donc 500 millions de dégâts, d'euros de dégâts. Le rafistolage des générateurs de vapeur de Palluel a lâché, ça a explosé, il faut tout a été détruit. Voilà, c'est des choses qu'on n'évoque pas forcément tout le temps, mais donc ça se présente très mal. Donc voilà, on en est. Une situation, alors, donc on a créé depuis, parce que il y a toujours le PR, Flamanville, qui est en construction. Donc on est passé de 3 milliards d'euros à 8 milliards, 9 milliards, donc actuellement on est à 10,5, officiellement 10,5 milliards d'euros. Et officieusement on est à 12. Mais on va bientôt vous annoncer qu'on est à 12 milliards d'euros, c'était prévu à 3. Il est par 4 le coup, c'est considérable. Et il y a une date, une échéance importante, à double titre. C'est le 10 avril 2017. Parce que toutes les autorisations de chantier tombent le 10 avril 2017 si le réacteur n'est pas mis en service. On sait aujourd'hui qu'il ne sera pas mis en service. Donc, EDF est confronté à une difficulté politique, c'est comment modifier la loi, ou contourner la loi, ou faire en sorte que, parce qu'il est hors de question évidemment de renclencher l'enquête publique, comment faire en sorte de retarder d'un an la mise en service, d'au moins un an la mise en service. Premier problème. Deuxième problème, il s'avère qu'il y a des malfaçons sur le couvercle et la cuve. Grave, parce que la cuve, le couvercle comme la cuve ne résisterait pas à un choc thermique, ce qui est un compte pour un réacteur nucléaire. En cas d'accident, injection d'eau froide, etc. C'est trop important. Donc la cuve, on peut la refaire, ça se démonte, ça se remonte, d'accord. Le couvercle, donc ils vont refaire un nouveau couvercle, mais la cuve c'est catastrophique, il faut tout casser. Donc problème, que faire? La dernière proposition, c'est de faire tourner le réacteur au lieu de 500 MW, de le faire tourner à 900, à partir de 2017, parce que 2018 l'échéance, le faire tourner à 900 MW, en se disant si on chauffe moins, peut-être que ça pètera pas aussi bien.
Ça peut-être peut-être pas si on demande moins de puissance. Hein. C'est la voiture au moteur qui est fêlée. Si on ne tire pas trop dessus, ça va peut-être durer un peu. C'est vraiment tendance, hein, c'est le niveau. C'est le niveau de l'EPR actuellement. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette échéance-là? Les associations qui existaient toujours dans l'Ouest ont décidé d'organiser, de faire quelque chose. Elles sont trouvées donc à Saint-Lô au début d'année 2015 et ont créé donc un collectif anti-nucléaire Ouest. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire. On ne va pas à Paris. On ne va pas à Paris, parce qu'on ne soit pas assez fort pour aller sur Paris d'une part, et parce qu'on tient, alors ça c'est encore notre vieux réflexe local, mais il faut bien l'analyser comme ça aussi, agir globalement, penser globalement, agir localement. On s'est dit on veut maîtriser le rassemblement, on veut maîtriser le message politique qui sera donné, parce qu'on est clair qu'on se situe sur l'arrêt du nucléaire, et plus la sortie du nucléaire. Le thème c'est arrêt du nucléaire, énergie de destruction massive. Il est extrêmement clair, il ne dit pas arrêt immédiat parce qu'il ne se situe pas dans le temps, il se situe simplement sur la nature de l'énergie, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est très fort parce que énergie de destruction massive, ça veut dire que c'est opposable auprès des tribunaux internationaux comme une arme. Et donc l'idée d'organiser un grand rassemblement les 1er et 2 octobre donc à Flamanville. Ça avance bien, alors il y a beaucoup de monde. Il y a actuellement une 40aine d'associations qui sont mobilisées, des réunions à Saint-Lô, il était encore avec Enora il y a 2 semaines. Il y avait encore 50 ou 60 personnes présentes à ces réunions, c'est très dynamique, ça avance bien. On sent qu'il y a un peu de mal à ce qu'on traduise sur le terrain. Ne vous tracassez pas, ça va arriver en janvier. Et puis alors, donc voilà, le 10 avril 2017, on a une autre échéance aussi, c'est l'échéance politique cette fois-ci. On parlait de relais politique, c'est évidemment les présidentielles. Ce qui complique encore plus la vie à EDF et bien sûr et au gouvernement. Que faire de ce foutu EPR en pleine élection présidentielle? D'où l'idée d'octobre 2016, c'est à la fois de peser sur la mise en service, pour demander l'arrêt du chantier, purement simplement, et puis en même temps, peser sur la décision politique d'arrêter non seulement l'EPR, mais d'arrêter le rafistolage de tous les réacteurs, c'est-à-dire d'arrêter les 2 tiers du parc, parce qu'on en est là aujourd'hui. On a les moyens, c'est pas le débat ce soir, on a les moyens techniques en France de faire de couvrir les 2 tiers de l'arrêt de 2 tiers du parc nucléaire, c'est possible, c'est douloureux, c'est possible, c'est un choix politique, c'est clair. C'est tout l'enjeu de ce rassemblement d'octobre 2016. Après, il est 22h30, donc je ne vais pas parler plus. Vaut mieux que dans l'échange, il y aura d'autres réunions qui aborderont toutes les différentes thématiques, etc. Je ne vais pas parler non plus du réchauffement climatique, on peut parler de beaucoup de choses sur l'actualité du mouvement anti-nucléaire, on peut parler de Brennilis aussi, puisque vous savez qu'il vient d'avoir un accident à Brennilis. Peut-être un mot. Donc Brennilis est en train de démanteler les générateurs de vapeur, donc ce qui était au contact des flux qui sont assez radioactifs, qui étaient au contact du circuit primaire, là où on fabrique la vapeur. Donc ils sont en train de les découper dans une enceinte qui est fermée, et c'est cette enceinte, il y a un incendie à l'intérieur de l'enceinte, et c'est cette enceinte donc, qui a lâché son atmosphère dans la nature. A priori, les personnes n'ont pas été irradiées. Bon, c'est une bonne chose. Par contre, on n'a aucune information sur exactement la nature de ce qui s'est passé. Donc l'ASN intervient la semaine prochaine sur place. Donc on espère avoir plus d'informations la semaine prochaine au travers des guides, etc. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous en dire plus, sauf que cette enceinte a pété. Voilà. Comment est-ce qu'on peut savoir s'ils ont été irradiés ou pas? Parce qu'ils ont été passés au compteur Gégère, c'est simple. Alors, il y a irradiation, juste en un mot, il y a une irradiation externe et irradiation, et contamination. Alors, irradier donc au compteur Gégère, apparemment, ça suffit pour savoir si effectivement ils ont été brûlés, etc. Ils ont été examinés, après ils n'ont rien. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas ingéré des poussières radioactives, etc. Parce que bon, ils sont en milieu confiné, mais ici, c'est de la poussière de matériaux. Ils ont des combinaisons, mais ils ont des masques, mais bon, savoir ce qu'ils ont exactement, ça, ils ont pu être contaminés, mais ça, on ne le saura pas tout de suite. Moi, je suis curieux de l'origine de l'incendie parce qu'il me semblait qu'il y avait une entreprise qui devait justement démonter les générateurs de vapeur
Et cette entreprise-là n'était pas compétente par rapport à un métal, je ne sais plus il s'appelait je sais plus le nom du métal, mais qui était extrêmement explosif. Et l'entreprise n'avait pas les compétences pour démonter ça. Je ne vais pas répondre, je ne connais pas assez la question de Brennilis, mais on fera une réunion spécialement sur le démantèlement et les déchets nucléaires, je pense. C'est quand même incroyable. Ils ont mis 1h30 à l'éteindre. C'est grave quand même. Ah non, mais c'est non, mais grave. C'est inquiétant pour le carénage et le démantèlement futur. La centrale beaucoup plus importante en fait. Parce que C'est tout petit. c'est tout petit. C'est tout petit. C'est tout petit. À côté du parc, à côté. C'est 70 mégawatts. Et en plus, c'est une technologie qui n'est pas celle des réacteurs Westinghouse en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, on a parlé de 74, mais on n'a peut-être pas assez dit qu'en fait, la France, le CEA avait sa propre technologie qui était Graphica, si je me rappelle bien. Et que donc, dans cette période un peu floue de la fin de règne Pompidou, et donc c'est parce qu'il est décédé, donc Giscard. c'est Giscard, l'arrivée Giscard, dans cet interrègne, donc c'est EDF qui a gagné le morceau avec une licence Westinghouse, ce qui fait que tout le réacteur français, aujourd'hui, la technologie nucléaire française est une technologie en fait américaine, sous licence américaine toujours. Hein. Et la France, en fait, qui se dit leader du nucléaire, en fait, maîtrise finalement plutôt mal cette technologie, il faut le dire. Hein. On ne fait qu'utiliser des vieilles technologies, y compris l'EPR, qui est une technologie à eau pressurisée. Hein, pas le WR. Il y a un point qu'on peut souligner, peut-être, ça a été étudié par un auteur de Grenoble à propos de Superphénix. C'était le réacteur surgénérateur, donc Superphénix, qui était, je crois, refroidi au soufre liquide, au sodium. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre sur un auteur, un chercheur grenoblois, c'est qu'il soulignait bien que le programme nucléaire français, le but ultime, c'était d'être autosuffisant d'un point de vue énergétique. Donc on n'aurait pas eu besoin de l'uranium, parce que la centrale elle-même générait son propre combustible. Les déchets pouvaient être réutilisés de manière un peu éternelle dans les centrales. Donc c'était la magie pure. Et donc le programme originel de l'EDF, c'était de faire ces centrales-là. Ce qui n'a pas réussi finalement. Donc l'échec du programme nucléaire français, il est dès 1997, dès l'arrêt de Superphénix, et même dès les premiers échecs de fonctionnement dans les années 80. Donc ça vient assez loin, et donc on peut dire que le nucléaire français, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné tel que c'était imaginé par les promoteurs de l'atome dans les années 60. Ils y croient toujours. Le surgénérateur, il y a toujours des projets de surgénérateurs. C'est toujours la filière qui est à la vogue chez EDF. Ils ne croient pas du tout à la fusion EDF. Hein. Ils pensent que c'est gaspiller beaucoup. Les ingénieurs d'EDF pensent que donc ITER, c'est du gaspillage d'argent qui serait bien mieux utilisé dans la surgénération. Oui, mais donc on a le petit Phoenix, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Rhapsody, enfin bref, ils ont un nouveau réacteur expérimental en surgénération qui est trop rapide. C'est l'idée du MOX, c'est l'idée de réutiliser le plutonium dans les nouveaux combustibles, et le EPR devait fonctionner, devait être moxé. Voilà. Alors sur le MOX, aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup, vous avez remarqué, parce que en fait à Fukushima, il y a un des réacteurs était moxé. Et celui qui pose le plus de problèmes, celui dont le cœur est en fusion, on ne sait pas jusqu'où il est descendu dans le sol, était moxé. Et on pense que c'est le MOX qui a fait vraiment causer le plus de dégâts à Fukushima. Donc là-dessus, il y a un énorme chape de plomb sur le MOX de Fukushima, on en parle très très peu. Moi j'avais une petite question par rapport au le côté motivation et mobilisation de la population. Et on le voyait dans le film, on l'a évoqué plusieurs fois, on l'a évoqué aussi à Contre-Emploi et les Parisiens. On parle de les gens qui seraient attirés par une problématique, ce qui se passe dans leur jardin. Il y a un côté un peu égoïste, un peu chiant pour les personnes qui organisent un mouvement. Et en fait, je me demandais si c'était pas plus parce que tout d'un coup, quelque chose de très abstrait et complètement hors de portée devenait plus concret, était visible. Et ça me fait penser aussi aux Parisiens
S'ils ne sont pas motivés, c'est peut-être aussi parce que c'est à 3 années-lumière de nous. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent un calcul sur on n'aura jamais de centrale chez nous, donc on s'en fout. Je me demande si c'est pas juste parce que ça n'a pas de sens. Et là, quand je vois les trucs anti-nucléaires, c'est marrant, mais on a besoin d'un logo très fort, très violent, pour appeler la population. Et je me demande s'il n'y a pas un travail à faire, c'est-à-dire recréer un lien entre la vie quotidienne des gens et la problématique du nucléaire. Parce que pour le moment, ce lien, je trouve, il est très ténu, il s'efface, et c'est même l'inverse. J'ai l'impression parfois qu'on fait la promotion du vélo électrique à tout va. Enfin, on parle du vélo nucléaire, on parle de la voiture nucléaire, on parle du train nucléaire. Et en fait, personne a eu la bonne idée de placarder un autocollant nucléaire sur le TGV. C'est à se demander, mais qu'est-ce qu'on glande pour recréer ce lien? Parce que, moi je trouve qu'il y a un bon travail à faire. C'est tout à fait juste, et c'est vrai que par exemple, la question du réchauffement climatique, les Parisiens sont beaucoup plus sensibles au diesel et à la question du réchauffement climatique, d'accord, qu'à la question nucléaire. Ça explique aussi pourquoi le mouvement sur le réchauffement est un mouvement urbain d'ailleurs. Hein. Regarde les bagnoles, quand il y a un peu de brouillard et qu'on arrête les bagnoles à Paris, alors là c'est abominable parce qu'ils sentent quoi, c'est la maladie, c'est les bronches, c'est la gorge, et on respire mal. Le nucléaire, on a... le son moins. Le nucléaire, ça se voit pas, donc alors, ils ne sont pas concernés. Juste pour compléter, sinon, c'est vrai que sur on a initié une campagne avec 2 autocollants qui sont derrière, là, donc qui étaient certifiés pro-nucléaire, qu'on a encore quelques-uns, qu'on colle régulièrement sur les voitures électriques. Hein. Il ne faut pas dire trop fort. Alors, il y en a qui sont là, nous on ne sait pas, il y a des gens qui les collent, on ne sait pas qui, mais donc nous on les distribue gratuitement sur les stands, hein, donc que ceux qui veulent en coller. On ne prend aucune responsabilité sur ces collages-là. Pour répondre à votre question, c'est juste une nuance. La différence entre notre époque et l'époque de mobilisation qui a suivi le programme nucléaire breton, c'est que l'état d'esprit a considérablement changé. Et que dans la période de 74, là, ce que je disais tout à l'heure, on était dans une période de prospérité économique considérable. Ceci dit, il y avait la démographie très importante, il y avait beaucoup de jeunes, c'est vrai, qui restaient en Bretagne, mais leur état d'esprit était de s'impliquer dans la vie quotidienne, dans leur propre établissement, dans la société. Aujourd'hui, on est dans une société qui vieillit, une société de vieux. Hein. Même si la France fait beaucoup d'enfants, il y a quand même pas mal de vieux. Et une espèce de confort. On est rassis à la fois physiquement, physiologiquement et intellectuellement. Et on a réussi à se faire un petit confort quotidien, bagnole, vélo, les cuisines électriques, enfin les maisons, chauffage, etc. Ce qui n'était pas encore en place dans les années 70-80. Hein. Donc pour des jeunes, ils ont du mal peut-être à comprendre ça. C'est-à-dire qu'on était dans une période où il fallait tout créer. Et je crois que maintenant, on a tout à la portée de la main par la pub, et il y a un claquement de doigts et tout arrive. Et c'est autant cet état d'esprit où on ne s'implique pas dans la vie, où il n'y a plus de militantisme, les syndicats, il n'y en a pas, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de syndicat. Je crois que c'est aussi, ça c'est pas la réalité, parce que dans une société où on se sent impliqué, où on se sent citoyen, hein, parce que quand la gauche est arrivée, on est citoyen, citoyen. Tout le monde avait le mot à la bouche, citoyen, citoyen. Citoyen, pourquoi? Citoyen, je trouve que cette notion de responsabilité, hein, on est responsable mais pas coupable, c'est aussi, on pourrait voir la responsabilité, qu'est-ce que c'est qu'une société? Alors, on veut faire du lien commun, alors, il faut faire du lien entre lien, quoi, regardez ce qui se passe en Bretagne, on s'est mobilisé quand chez nous, quand il y a eu des problèmes sur le terrain, là, quand il n'y avait plus de boulot. Et je pense que
on a perdu le sens même de la société que l'on veut mettre en place. Ce qui était possible encore dans les années 70. Là, il y avait une ouverture vers un monde à construire. On était optimiste. Aujourd'hui, tous les sondages, oui, on est pessimiste. Là, on voit plus. On est arrivé au bout du rouleau, quoi. Alors, je pense, c'est des réflexions sans queue ni tête sur la question, mais à partir du moment où on n'a pas cette motivation-là, c'est peut-être pas le fait qu'on ne voit pas le nucléaire. C'est quelle société on bâtit et qui. Oui. Ouais, juste pour compléter, je crois aussi que, Gilles, tu l'as souligné, c'est quand même à l'époque, on est dans l'après 68 quand même, on ne pas assez, ça il faut redire, et donc dans une mouvance libertaire, on voit d'ailleurs, c'est sur RDV, moi j'étais plus sur Nantes, mais une mouvance libertaire, c'est les gens du dessus, ce sont les militants du dessus, les militants libertaires qui sont au cœur, qui sont les plus l'autogestion. Alors donc, l'autogestion, on parle beaucoup d'autogestion, j'ai pas parlé d'autogestion. Personne ne parle plus d'autogestion. Par exemple, quand tu parles de citoyens, c'est un mot que la gauche a apporté. Avant, on parlait de désobéissance civile. On avait d'autres mots. Parce qu'il y avait le problème militaire. Militaire, etc. Objection de conscience, etc. Je te permets, Stéphane, j'ai juste une question à poser avant. Par rapport justement à la lutte, qu'est-ce qui fait qu'une lutte ne réussit pas? Il y avait à peu près 10 points qui ont été évoqués par on pourrait le rajouter encore. Alors, et moi j'inverserais la problématique, c'est-à-dire comment faire, comment l'État, comment le pouvoir, comment par exemple une société nucléaire, comment eux réagissent par rapport à ça. C'est-à-dire que en fait, nous, on réfléchit en tant que militants comment on réussit, mais il faut savoir aussi que l'ennemi réfléchit également. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à la lutte que nous pouvons mener, par rapport à la lutte que nous pouvons mener, nous, différents niveaux, que ce soit anti-nucléaire, mais bon, je vois Didier par rapport aux OGM, c'est-à-dire que par rapport aux réactions que par rapport aux militants, c'est-à-dire que nous, quelle est la place des politiques, par exemple, dans un mouvement, comment nous on peut réagir, comment eux réagissent par rapport à ça. Je pense que il y a forcément des interactions, forcément eux réfléchissent aussi. On sait qu'en France, il y a eu des études qui ont été menées contre-révolutionnaires, et des études qui ont montré que finalement comment lutter de manière au niveau militaire contre la guérilla, mais effectivement aussi la propagande qui est venue aux États-Unis et Edgar Bernays, et aussi en France qui a été récupérée ici, et comment manipuler finalement ces mouvements-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une question énorme. C'est une grosse question. J'en ai fait un chapitre dans ma thèse, mais que j'ai coupé finalement parce que l'ensemble déjà était trop long, donc j'avais enlevé ça, mais j'ai toujours ça chez moi. La réaction en fait des promoteurs de l'ATO à la lutte. Oui. Il y a des choses intéressantes. Il y a des rien faites, par exemple, comme minimiser pour rendre ridicule les opposants. Par exemple, il y avait un conseiller général militaire qui avait dit qu'une centrale nucléaire n'était pas plus dangereuse que l'usine de Chapelet pour prier. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc une blague, voilà, pour faire rire, pour minimiser complètement le danger. Après, il y avait l'idée aussi d'isoler les militants, de bien souligner que ce sont des gens autres qui n'appartiennent pas à la société. Il y a différentes techniques de persuasion. Bon, après, on retrouve la question des médias, bien sûr, c'est une question fondamentale. Donc, comment on gère symboliquement une population? Voilà, ça c'est du lourd, c'est une question très lourde. Il y a plein d'études qui sont faites là-dessus en sociologie. Plusieurs écoles qui sont défendues, comme l'école de Francfort, par exemple, les Allemands, les philosophes allemands ont souvent souligné que dans les médias modernes, on a mis au point maintenant des techniques de contrôle, de manipulation, qui ont été testées, qui sont tout à fait efficaces. Voilà, donc, sans doute que c'est utilisé sans qu'on sache peut-être. Mais on le voit bien quand on lit Ouest France ou le Télégramme, il y a une petite musique, voilà, c'est ça.
Est-ce que la propagande là, actuelle, elle est justement, contrairement à l'époque, peut-être qu'elle était beaucoup plus visible, maintenant, en fait, c'est une propagande beaucoup plus diluée, Oui. et qu'en fait, Oui. finalement, en fait, on s'aperçoit que même depuis 95, je sais que finalement, c'est jamais de manière frontale, c'est toujours en biais. C'est-à-dire que maintenant, la propagande de l'État, la propagande de l'atome, n'est jamais de manière frontale, mais toujours biaisée. C'est tout à fait ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup réfléchi, et que maintenant, pour nous militants qui essayons justement de lutter, on a du mal en fait à affronter finalement une propagande qui est faite de manière biaisée, où en fait on s'aperçoit qu'il va toujours laisser une place. On le voit dans tous les niveaux. Par exemple, je pense à la réforme du collège, par exemple. C'est jamais, il va y avoir toujours avoir une place, par exemple, ou avoir un aspect social, finalement, où en fait l'affrontement ne va jamais être frontal. Voilà. Oui, c'est tout à fait juste. J'approuve. Alors, même le mot propagande, quelque part, est trop fort. Oui, trop fort. Oui. Je disais, le prof qui a dirigé ma thèse s'appelle Éric Deveux. Lui, il utilise gestion symbolique comme expression. Pour le côté gestion des signes. Aussi, En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'EDF, au lancement du programme nucléaire, était encore sur le modèle de la propagande années 30. On va y aller, on fait des affiches, on y va, la population va suivre. Donc il y avait un vieux modèle de communication qui remontait en fait aux années 30 de l'entre-deux-guerres. On sait que c'est un modèle qui ne marche pas. Et la preuve, ça a échoué en Bretagne, parce que les réactions ont été virulentes. Quelque part, l'État et l'EDF ont avancé de manière tellement méprisante, tellement forte, que ça a suscité une réaction en retour qui était aussi forte. Alors ça, aujourd'hui, bien sûr, ça a été bien compris. EDF a mené ses premières enquêtes sociologiques dans les 70s, années 70, pour comprendre qu'est-ce qui se passait, justement. Donc on a embauché des sociologues, des tueurs de métier, on va dire. Certains jouent à ça le boulot, effectivement. Il y a des contrats comme ça, pour connaître les populations, pour servir le pouvoir. C'est des jeunes qui... Il y a la sociologie de pouvoir et la sociologie de lutte. Voilà. C'est un outil, la sociologie, donc on peut en faire ce qu'on veut, quelque part. C'est une arme aussi. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand on gère symboliquement les populations, on voit bien Macron avancer sur les 35 heures, sur le code du travail. Voilà, on balance des petits ballons d'essai. Ça se trouve, c'est commandé depuis Matignon ou l'Élysée. Voilà, ça fait un retour, c'est gentil. Et puis on pense que la population, voilà. Alors c'est vrai que les personnes qui sont formées à cette technique-là les voient, mais malheureusement, c'est pas le cas de la population. Et sans doute, ce qu'on devrait apprendre à l'école aujourd'hui, par exemple, ça serait à rajouter au programme, mais ça l'est peut-être déjà, c'est une lecture, une capacité à lire les images, une capacité à lire les informations. À lire les mots et à lire les mots, voilà. comprendre le sens des mots d'abord. Ouais. La rhétorique, on retrouve la rhétorique. On va arriver sur le courant de la salle et on a prévu un pot pour ceux qui ont vu, qui ont soif, parce qu'on peut parler. Et donc Stéphane, juste la question, mais après on passe au pot vite fait alors. Oui, du coup j'aurais pas de réponse, mais c'est pas grave. C'était sur la partie historique. Il était question des luttes dans les années 70-80, et justement j'ai pas entendu parler de la lutte contre la base nucléaire à l'île Longue, alors que si j'ai compris, il y avait un lien opposition nucléaire et opposition à l'aspect militaire. Je sais pas s'il y en avait à cette époque-là des luttes contre la base de sous-marins nucléaires. Et puis l'autre point, il y a les mines d'uranium en Bretagne aussi. Et je ne sais pas s'il y avait des luttes à cette époque-là, si des ponts étaient faits ou pas. Les associations ont été faites. Là-dessus, je suis moins informé, mais j'ai quand même quelques connaissances. Après le Gov, donc, les militants du Finistère ont essayé d'approfondir justement en faisant des manifestations à l'île Longue, et ça n'a jamais pris. Et là, bien sûr, on retrouve peut-être le fait que ça touche trop l'intérêt finistérien. Il faut savoir qu'à Plogoff, par exemple, il y a une grosse proportion de militaires, d'anciens militaires de la Marine nationale. Voilà, donc déjà lutter contre le nucléaire civil, pour eux c'était un peu gênant, c'était difficile, mais ils l'ont fait quand même. Et aller attaquer l'armée, d'où ils venaient quelque part, c'était impossible. Et donc en Finistère, c'est un discours qui était inaudible, et qui le reste sans doute. Là, c'est sous contrôle. Et Le Drian est bien ministre de la Défense. Oui, c'est pas pour rien. Et à propos des mines d'uranium, il y a eu des luttes dans les années 80, assez fortes. Alors, là-dessus, il y a un truc amusant, c'est que
un des capitaines de gendarmerie, qui était à Plogoff, qui commandait les escadrons, qui s'appelle le capitaine Bing, il portait bien son nom, capitaine Bing. 10 ans après, il s'est retrouvé maire dans une commune concernée par un projet de mine d'uranium, et là, il avait changé de camp. Il était contre le nucléaire. C'est amusant. Bon, on va s'arrêter là pour dire que la dernière mine a été arrêtée en 86. Alors je ne sais pas si c'est suite à des luttes. Non, mais c'est ça. Non, il n'y a pas eu de grosse lutte quand même.